On va continuer avec notre cher professeur, Monsieur Miko. Merci, docteur, de votre présence parmi nous. Elle va nous présenter la prise en charge de la symptomatologie préménopausique chez la femme. Merci, docteur. Vous commencez. Merci beaucoup. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir invité pour participer à cette journée scientifique riche de thèmes que vous avez proposés. Je vous remercie encore une fois parce que vous avez choisi un thème qui est intéressant. Et avant de passer à la science, d'abord, je vous remercie aussi d'avoir rassemblé ces gens en cette période critique de pandémie. Donc, je vous dis sincèrement, c'est le premier congrès en présentiel auquel j'assiste depuis le début de cette épidémie. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de sortir un peu et de sentir l'air, hein, c'est important, entre nous et de revoir les amis ici présents. Donc, le thème que vous avez choisi, il est intéressant dans la mesure où on en parle très peu. Hein, la périménopause, donc, c'est un motif très fréquent de consultation en gynécologie. Sur le plan littérature, on en parle très peu parce que c'est acquis que la femme va passer par une période qui est physiologique entre parenthèses, c'est-à-dire elle va avoir une chute de la réserve ovarienne qui fait que il va y avoir des modifications hormonales qui fait que, bien sûr, le cycle menstruel va être perturbé. Et c'est une phase qui est tout à fait physiologique chez la femme. Et donc c'est pour ça qu'on en parle très peu sur le plan littérature. On dit que c'est acquis, c'est une période physiologique. Mais le but de cette conférence, et d'ailleurs on a discuté avec le comité, qu'est-ce qu'on doit vous présenter à cette période? Tout le monde sait qu'il y a des troubles de cycle. Hein. C'est vraiment le signe pathognomonique de la période périménopausique. Mais qu'est-ce qu'on doit vous présenter? Oui, aujourd'hui on va faire la périménopause, trouble de cycle et on ferme le dossier. Je pense qu'il faut parler surtout de la pathologie de cette période. C'est l'émergence de problèmes organiques que connaît la femme à cette période de vie. C'est très important et c'est l'objectif, bien sûr, de la conférence. On va essayer, bien entendu, de rappeler les notions physiopathologiques, hormonales, les troubles de cycle que connaît la femme, mais surtout, on va insister sur un saignement anormal que peut connaître la femme à cette période. Donc, brièvement sur le plan schéma, regardez, la première phase, c'est la période d'activité génitale normale où la femme a des cycles réguliers, vraiment ponctuels, sauf bien sûr quelques exceptions telles que le syndrome des ovaires micropolykystiques et autres pathologies qui peuvent perturber le cycle, mais la plupart des femmes, ils ont ce schéma en phase d'activité génitale. Ensuite, elle va connaître une perturbation de cycle menstruel. Alors, vous allez me dire, mais à partir de quel âge? Personne ne le sait. Hein. Et personne ne peut prévoir à partir de quel âge. On dit la moyenne, 48, mais elle va jusqu'à 10 ans. Hein. Les extrêmes peuvent aller jusqu'à 10 ans, où la femme peut connaître une transition ménopausique, c'est ce qu'on appelle la phase préménopausique. Et bien sûr, jusqu'à l'arrêt définitif des règles, c'est la ménopause. Mais attention, toute cette période, c'est aussi la périménopause, c'est-à-dire que la femme peut connaître la ménopause, mais elle ne le sait pas. Et nous aussi, on ne va pas le savoir. Hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire à chaque fois les dosages hormonaux et dire que voilà, elle a arrêté complètement la réserve ovarienne. Donc, toute cette période s'appelle la périménopause et la phase, ou plutôt l'année avant l'arrêt définitif, s'appelle la préménopause. Donc, juste pour rappeler la terminologie, et une fois elle a arrêté les règles depuis plus d'1 an, on parle de post-ménopause. Alors, comme je vous ai dit, c'est un motif fréquent de consultation en gynécologie. Le principal symptôme, c'est le trouble de cycle. Mais attention au saignement anormal parce que ça fait partie aussi de la symptomatologie. J'ai marqué 3 croix dans les métrorragies ou saignement anormal parce que, attention, il faut vraiment faire attention à ce symptôme et ne pas le considérer à chaque fois et à tort, parfois, comme étant normal. Donc, notre objectif, comme je vous ai dit, c'est faire une démarche diagnostique devant le symptôme pour lequel la femme elle va consulter, qui est
heureusement pour la femme dans la plupart des cas physiologiques, mais attention, on va essayer de proposer une démarche rigoureuse à chaque fois qu'il y a un symptôme et donc d'éliminer une pathologie organique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai rappelé la définition, l'âge moyen est de 48 ans, la durée moyenne de la périménopause, elle peut aller jusqu'à 10 ans, hein, mais la durée moyenne est de 5 ans, et la ménopause est confirmée lorsque on a l'arrêt des règles depuis plus d'1 an. Alors, brièvement, pour rappeler qu'est-ce qui se passe à la période de périménopause, vous savez qu'en période d'activité génitale, les ovaires fonctionnent à l'état normal en sécrétant les œstrogènes, la progestérone et bien sûr la réserve qui est l'inhibine B et l'AMH. Ces hormones, ils ont un rétrocontrôle sur la FSH qui reste basse, à des taux bas. Mais à partir d'un certain moment où la réserve ovarienne va chuter, vous allez assister à une chute de capital, ou plutôt de l'inhibine B, qui va diminuer. Et lorsque l'inhibine B va diminuer, elle va faire un rétrocontrôle, elle va libérer le contrôle sur l'hypophyse, et on va assister à une augmentation de la FSH. Malheureusement, lorsqu'on a une augmentation de la FSH, les ovaires, ils ont encore une petite réserve. Et donc, la FSH va permettre un largage excessif et une sécrétion plus importante des œstrogènes. Et c'est pour cela que vous allez avoir une hyperoestrogénie en périménopause. Hein. C'est-à-dire que la femme va sentir les syndromes, ou plutôt le syndrome prémenstruel, qu'elle a ressenti lorsqu'elle était jeune, et dû justement à ce largage excessif du reste des follicules au niveau du parenchyme ovarien. Et bien sûr, à un certain moment, lorsque la réserve elle va devenir zéro, on assiste à une absence carrément des œstrogènes et la FSH va augmenter de manière importante. Alors, regardez le profil de 40% des femmes en périménopause au niveau de l'œstradiol. Vous avez le premier pic de l'œstradiol à la phase folliculaire et vous avez parfois un deuxième pic à la phase lutéale. Hein. C'est ce qui va complètement chambouler le cycle menstruel. Alors, sur le plan clinique, il est simple, si on a compris cette physiologie, il est simple de comprendre que la femme va avoir des troubles de cycle. Elle va avoir un cycle long, peut-être un cycle court, donc c'est variable, va vous dire, voilà, j'ai des cycles de 20 jours, tantôt des cycles de 60 jours, c'est tout à fait normal en périménopause. Et elle peut vous dire, oui, je saigne entre-temps, je saigne parfois 2-3 jours qui ne sont pas des règles. Ça peut faire partie aussi de troubles hormonaux à cette période. Et il va vous parler des signes d'hyperoestrogénie relative, périodique aussi, bien sûr, c'est-à-dire la sensation de ballonnement du ventre, surtout de la région pelvienne, les seins qui sont tendus, troubles, elle est irritable, anxieuse, déprimée, etc. Et parfois, bien sûr, il y a une alternance parfois avec le syndrome d'hypoœstrogénie qui est périodique, c'est-à-dire les bouffées de chaleur. Il vous dit, voilà, 15 jours de bouffées de chaleur. Ensuite, il y a l'hyperoestrogénie. C'est une alternance entre l'hypo et l'hyperoestrogénie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je suis sûr qu'elle a 48 ans, elle fait cette variabilité cyclique. Là, je suis absolument sûr que c'est une périménopause. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je la traite d'emblée? Non. Il faut d'abord faire un examen clinique. Examen gynéco-mammaire, surtout, comme je vous ai dit, c'est l'émergence de pathologies organiques à cette période. Lorsqu'il vous parle de problèmes mammaires, il faut faire un bon examen mammaire, quitte à demander une mammographie de manière systématique, même s'il n'y a pas de nodule papa, pas de signe mammaire. Le frottis cervico-vaginal de dépistage est systématique, même si l'examen du col est normal. Et bien sûr, il faut le faire quand l'examen du col est normal. Et parfois, on peut s'aider d'un test diagnostique à la progestérone, qui est rarement utilisé, mais qui peut être également utilisé dans un but thérapeutique pour régler ce problème d'hyperoestrogénie relative. Ça consiste à quoi le test diagnostico-progestatif? C'est-à-dire vous allez donner 10 jours de progestatif, quel que soit le type. Hein, on ne va pas parler des types de progestatifs, mais simplement pour tester l'endomètre. Est-ce que l'endomètre a subi une imprégnation œstrogénique ou pas? Alors, si jamais il a subi une imprégnation œstrogénique, vous donnez 10 jours de progestatif, normalement, il doit y avoir une desquamation après l'arrêt de progestatif, une desquamation endométriale, et donc les menstruations. C'est ce qu'on appelle un test positif. Si jamais, et donc là, il est en périménopause. Si jamais il n'a pas répondu, mais à condition qu'elle ne répond pas au bout de 3 cycles, hein,
C'est ça le test au progestatif. S'il n'a pas répondu au bout de 3 cycles, ça veut dire que la ménopause est confirmée si jamais elle n'a pas de bouffée de chaleur ou autre signe. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à doser les hormones en périménopause? Aucun intérêt, selon les recommandations internationales, aucun intérêt à faire un dosage, la FSH, le stradiol, l'AMH, etc. Donc, aucun intérêt. Alors, quelques exceptions, par exemple, vous avez une femme qui est connue au PK, elle a toujours des cycles très très lents, 6 mois, 7 mois, et vous êtes perturbé, est-ce qu'elle est en périménopause ou pas? Elle est à 45 ans, 48, elle vous parle de tension mammaire, etc. Donc vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'elle est ménopausée ou pas? Vous pouvez faire ce test, ou plutôt un dosage hormonal, mais en général, c'est rarement indiqué. Hein. Les hystérectomisés ou l'endométrectomie aussi, c'est une indication rare. Et la femme qui a un système intra-utérin et chez qui vous devez prendre la décision de retirer ou pas. Parce que vous savez, la ménopause, l'âge moyen est de 51 ans au Maroc, mais on a des femmes qui, à 55 ans, ont encore une activité génitale. Donc là, il ne faut pas courir de risque de grossesse exceptionnelle, bien sûr, à cet âge. Ne pas retirer le SCU si jamais elle n'a pas de règles et vous n'êtes pas sûr qu'elle est ménopausée ou pas. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire les autres examens complémentaires? Alors voilà, c'est justement l'objectif de la deuxième partie de la présentation, qui est une démarche diagnostique devant un saignement anormal qui représente la hantise du praticien devant une femme qui consulte en périménopause. Donc une femme qui a un saignement anormal, vous n'êtes pas sûr que c'est des règles, mais elle saigne. Elle est en périménopause, elle a 45-46 ans, elle saigne de manière anormale. Est-ce que vous allez la considérer comme étant en périménopause ou pas? Alors là, c'est une démarche diagnostique qui doit être rigoureuse. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, le premier réflexe devant une femme qui saigne, il y a 2 réflexes en priorité. Une femme qui a un saignement anormal en périménopause, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier réflexe, c'est éliminer l'urgence médicale hein, chez toute personne qui saigne de manière anormale. Peut-être le saignement il est abondant, peut-être il est moins abondant. Donc, d'abord éliminer l'urgence en fonction de l'importance du saignement, les signes généraux, est-ce qu'il y a malaise ou pas, les constantes hémodynamiques, éventuellement l'importance de la pâleur pour demander ou non un bilan d'urgence. Et bien sûr, parfois, il est nécessaire d'hospitaliser même des femmes en périménopause qui saignent de manière abondante pour faire les gestes nécessaires, éventuellement une transfusion lorsqu'on trouve une anémie importante, transfusion ou plutôt une perfusion d'acide tranexamique qui rend énormément de services en gynécologie et parfois donner des œstrogènes à forte dose. Malheureusement, on n'a pas d'œstrogènes à forte dose par voie injectable chez nous, mais ce qui est préconisé lorsque la femme a reçu parfois les progestatifs de manière importante, qui risque d'entraîner une desquamation importante de l'endomètre, entraîner une atrophie, et parfois elle va saigner par atrophie. Hein. Et parfois, il est nécessaire même de recourir à un curetage hémostatique lorsque le saignement est important et résistant au traitement médical. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième réflexe à éliminer en périménopause? Oui, c'est la grossesse. N'oubliez pas que la femme en périménopause, elle peut ovuler de manière périodique, certes, que l'ovulation peut aboutir rarement et exceptionnellement à une grossesse, mais elle est possible. Hein. Donc, n'oubliez jamais une grossesse, une femme qui saigne, et faites votre dosage au bêta-HCG au moindre doute, une échographie peut vous aider éventuellement lorsque vous avez une image de sac gestationnel, que ce soit intra ou extra-utérin. Et bien sûr, après avoir éliminé ces deux points réflexes, c'est-à-dire l'urgence médicale et la grossesse, à ce moment-là, je vais me pencher sur la démarche diagnostique en périménopause qui est complètement différente chez une femme en activité génitale. En périménopause, il y a des particularités, comme je vous ai dit, d'une femme qui saigne et surtout la particularité organique et la pathologie organique. Donc, je fais mon examen gynécologique complet et d'ailleurs, au cours de l'examen gynécologique, je peux avoir une idée sur la cause. Hein. D'abord, je peux éliminer à l'examen, à l'inspection de la vulve, par exemple ici, je vais éliminer une tumeur vulvaire qui est en train de saigner. En périménopause, c'est possible. Une tumeur vaginale, dès que vous mettez un spéculum, vous allez voir un vagin qui est le siège d'une tumeur, que la femme ne s'est pas rendue compte.
des infections vulvovaginales qui peuvent faire saigner, mais en général, la symptomatologie, elle est très claire et pathognomonique. La cause peut être évidente. Regardez, vous mettez un spéculo, vous allez voir du sang qui coule de l'endocole. Et donc là, je vais exclure la pathologie cervicale et je vais essayer de chercher une pathologie endocervicale ou endo-utérine qui est en train de saigner. Vous avez une grosse tumeur qui est infectée au niveau du col à l'examen au spéculum. Et donc, vous êtes sûr que c'est une tumeur du col, cancéreuse, très probablement, qui est en train de saigner, en périménopause surtout. Là, vous avez un fibrome qui est accouché par le col, c'est clair. Hein, à l'examen au spéculum, on a un diagnostic. Et donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas se dire, voilà, on est en périménopause, surtout cette période de pandémie qu'on a vécue, on a donné beaucoup de traitements par téléphone, malheureusement, et on s'est rendu compte que, par la suite, on a vu des femmes avec des pathologies organiques qui ont traîné des mois et des mois. C'était malheureux, mais c'était imposé parfois, donc sauf consultation d'urgence. Alors regardez, à l'examen au spéculum, on peut voir un polype qui est accouché par le col. Donc c'est clair qu'il peut saigner en périménopause. Donc comme vous avez vu, les causes peuvent être évidentes à l'examen clinique, un col anormal. Et attention, lorsque vous avez un col anormal, il ne faut pas s'amuser à faire un frottis. Hein. C'est une contre-indication absolue à faire un frottis, ça ne sert à rien. Le grand problème, si vous faites un frottis, il vous revient cellule inflammatoire et vous allez contrôler la femme 6 mois après. Et là, le cancer, il a déjà évolué. Donc, un col anormal nécessite des biopsies d'emblée. L'infection cervicale ou une infection haute peut être une cause évidente également à l'examen clinique. Un polype ou un fibrome accouché par le col. Et un utérus myomateux, parfois à l'examen clinique, vous avez un gros utérus, comme l'adénomyose aussi peut avoir le même aspect clinique. Alors, oui. Oui. Non, un col suspect. Alors, un col inflammatoire, c'est une inflammation. Hein. Donc, c'est clair. Moi, je traite d'emblée si j'ai des signes orientateurs vers telle ou telle infection. Après 10 jours, je la contrôle. Si ça persiste, alors à ce moment-là, je vais faire les examens qu'il faut. D'accord. Alors, les données, bien sûr, les bilans, elle va être hiérarchisée en fonction de ce que j'avais comme notion clinique. Le bilan biologique, bon là, j'ai cité un certain nombre de pathologies et donc je vais orienter mon bilan paraclinique en fonction de ce que j'avais trouvé. La cytologie vaginale, bien sûr, elle est inutile. Je redis encore une fois, si col anormal. Et si j'ai un saignement anormal endo-utérin, comme je vous ai montré à la première diapo, essayez de nettoyer un peu le col avec un coton, avec une compresse. Vous faites votre frottis parce que le sang peut perturber l'interprétation de la cytologie à l'échelle anatomopathologique. Biopsie du col éventuellement ou de l'endomètre par une canule de Novak ou une sonde de Carmin, et éventuellement parfois une hystéroscopie. L'IRM rarement indiqué, dans certaines indications très très rares, telles qu'une masse pelvienne qu'on n'arrive pas à étiqueter, essentiellement. Et quelles sont les principales étiologies? Je vous ai dit que les principales, normalement, dans plus de 90% en périménopause, c'est les causes hormonales. Mais s'il vous plaît, laissez les causes hormonales en dernier. Cherchez d'abord les causes organiques. Quelles sont ces causes? Bon, je vais essayer de passer vite. Donc, c'est simple. Chez la femme qui saigne, regardez, vous allez vous rappeler de l'anatomie et vous allez chercher les différents étages qui peuvent saigner. L'étage cervical, l'étage utérin, l'étage annexiel. Donc, l'étage cervical, le cancer du col en premier, comme je vous ai dit, c'est des signes cliniques orientateurs en général. Lorsqu'il donne des métrorragies, le cancer du col on peut déjà le diagnostiquer ou plutôt le suspecter à l'étape clinique. Il y a déjà des lésions cervicales qui ont entraîné des métrorragies provoquées par les rapports ou par des toilettes vaginales. Parfois des leucorrhées associées, donc regardez comme ces schémas, des tumeurs du col très parlantes, voilà, au niveau de la lèvre inférieure. Là, c'est une colposcopie avec des zones iodonégatives et un saignement au contact et des zones de transformation atypique grade 2 qui sont suspectes.
sur ces lésions, on va aller faire des biopsies. La même chose. Alors, après le cancer du col, il y a l'infection. Alors, l'infection, il y a un contexte. Lorsqu'on a des cervicites infectieuses, vous avez un contexte d'IST en général, des leucorrhées, une glaire qui est louche, et l'examen va vous orienter vers, le plus souvent, vers le germe en cause. Hein. Alors ici, vous avez des leucorrhées spumeuses qui orientent vers un trichomonas. Là, le trichomonas avec un aspect de colpite framboisé que vous allez voir certainement dans votre consultation. Là, vous avez un col truffé de condylome qui peut saigner, bien sûr. La même chose, truffé de verrues de condylome. Autre pathologie qui peut saigner, c'est le polype. Donc, on a vu tout à l'heure un aspect clinique, donc il peut saigner. Alors, à votre cabinet ou dans votre consultation, vous pouvez simplement faire un petit bistournage. Il est exceptionnel que le bistournage donne un saignement. Et donc, on peut le faire à la consultation, si on a une faux germe, et on peut le tourner, jusqu'à ce qu'on a le polype dans notre pince, et on l'envoie systématiquement à l'anapathe. Alors, des images de polypes. L'ectropion, c'est une extravasation de la muqueuse endo-cervicale qui est réputée être fragile vers la zone exocervicale, qui est acide, qui est le siège de traumatisme, d'infection. C'est pour ça que l'ectropion peut s'infecter, se surinfecter, et qui peut bien sûr saigner au contact d'un rapport sexuel parfois. Et donc, attention, lorsqu'on a un ectropion, il faut bien sûr faire systématiquement un frottis. Il y a même des publications qui recommandent systématiquement un typage viral quand on a un ectropion qui s'infecte à chaque fois, parce qu'il y a souvent une surinfection à l'HPV. Et donc, lorsqu'il est symptomatique, il saigne, on peut aller jusqu'à l'électrocoagulation, des images d'ectropion. Après électrocoagulation. Les fibromes, alors le diagnostic est très simple à l'examen clinique, mais surtout à l'échographie. C'est la pathologie de la périménopause, de la quarantaine. Et donc, vous avez une masse pelvienne ou abdominopelvienne lorsqu'il est énorme. Vous allez faire l'échographie, le diagnostic est très simple. C'est des images typiques de fibromes à l'écho suspubienne ou endovaginal. Vous allez trouver des fibromes de tous les types 0, 1, 2. Sachez que les types 0, 1 et 2 sont les plus réputés saignants chez la femme. Alors, la démarche diagnostique thérapeutique, surtout le fibrome en périménopause, on a tendance à être soit abstentéiste, c'est-à-dire on peut le laisser lorsqu'il n'est pas très symptomatique, lorsqu'il n'est pas très parlant, lorsqu'il n'entraîne pas de complications, n'est pas volumineux. Une femme qui a un fibrome de 3-4 cm, type 4-5, que vous avez diagnostiqué de manière systématique, ne saigne pas beaucoup ou ne saigne pas du tout, il faut la laisser tranquille parce qu'à la ménopause, il va se calcifier. Mais une femme qui a un fibrome de 1 cm, et s'il est de type 0 ou 1, attention, il va faire saigner tout le temps et donc il risque d'entrer dans les anémies. Donc, le traitement va dépendre de la taille, de siège de fibrome, c'est important. La taille, en général, à partir de 7-8 cm, on opère les fibromes. Et bien sûr, et bien sûr, les complications éventuelles. Et on a tendance, comme je vous ai dit, à la périménopause. Lorsqu'on traite chirurgicalement les fibromes, on les traite de manière radicale, c'est-à-dire une hystérectomie. L'adénomyose, c'est aussi une pathologie de la périménopause qui peut faire saigner, qu'il faut chercher. Le diagnostic est aussi simple, c'est la clinique, c'est des douleurs secondaires, c'est des dysménorrhées secondaires, et c'est des ménométrorragies, et l'échographie, vous avez un utérus globuleux énorme, avec des lacunes intramyométriales, ils sont pathognomoniques. Et donc là, le traitement, il est simple, hein. Il est le plus souvent médical, notamment le système intra-utérin, qui rend d'énormes services à cet âge chez la femme. Le décapeptile aussi, les analogues de la LHRH. Et si jamais elle résiste à ces thérapeutiques, à ce moment-là, on passe à la chirurgie. Bon, le sarcome, c'est très rare en périménopause, c'est surtout en postménopause. Les infections, que ce soit endométriales ou annexielles, presque le même tableau clinique. C'est la douleur, c'est l'infection et c'est les ménométrorragies. Douleur à la mobilisation utérine et annexielle. Et vous avez le traitement, il est simple, c'est bien sûr après un bilan, c'est l'hospitalisation qui n'est pas systématique comme avant. C'est l'antibiothérapie. Donc actuellement, ce qui est recommandé, je passe directement à l'infection annexielle parce que les recommandations du collège en 2012 de l'infection annexielle sont très claires.
c'est la première ligne, c'est l'ofloxacine 400 mg x 2 pendant 14 jours. Attention, la plupart, bon, je dirais tous les produits dont on dispose à base d'ofloxacine, ils sont à 200 mg. Donc, si vous voulez traiter une infection annexielle, vous la traitez avec 2 comprimés 2 fois par jour. 2 comprimés matin et 2 comprimés le soir, et pas uniquement un comprimé x 2. Donc, on va sous-traiter la femme et on va lui donner que la moitié de la dose. Associé à la métronidazole 500 mg 2 fois par jour pendant 14 jours. Et souvent, on rajoute une injection de ceftriaxone, une injection à dose de 500 mg. Donc, on traite de la même manière. Alors, ensuite, il y a les polypes intracavitaires, donc dont le diagnostic est simple par échographie et parfois même une hystérosonographie. Vous injectez, si vous avez bien sûr à votre disposition les moyens pour injecter du liquide dans la cavité utérine, vous avez un diagnostic très simple d'un polype qui flotte dans la cavité. Et le traitement, c'est l'hystéroscopie avec une ablation, une exérèse de polype. Le cancer de l'endomètre, est-ce qu'il existe en périménopause? Oui, 10 à 15%. Et d'ailleurs, on en a vu lorsque tout était normal, l'examen normal, le frottis était normal, l'échographie, un petit épaississement. Donc, on donne beaucoup de progestatifs sur 3 à 6 mois. Et attention, une femme qui résiste à la progestérone progestatif en périménopause, n'oubliez pas de faire une hystéroscopie et un curetage biopsique de l'endomètre qui peut parfois diagnostiquer le cancer de l'endomètre en périménopause. Voilà des images d'une femme qui a un cancer de l'endomètre avec un endomètre très épaissi et régulier. À l'hystéroscopie, voilà des images anormales. Tuberculose génitale exceptionnelle en périménopause. Et bien sûr, la pathologie annexielle dominée par la cancérologie et les tumeurs de l'ovaire. Est-ce qu'une tumeur de l'ovaire peut faire saigner au niveau endométrial dans 2 situations? C'est lorsque la tumeur elle est maligne, il va y avoir un envahissement endométrial et donc à ce moment-là on est à un stade avancé, ou bien lorsqu'on a une tumeur ovarienne sécrétant des œstrogènes, notamment les tumeurs de la granulosa. Alors le diagnostic c'est l'imagerie et le recours à la chirurgie qui va permettre un diagnostic en APAT définitif. Alors, une fois j'ai exclu, j'ai dit exclu, c'est-à-dire devant des saignements anormaux en périménopause, j'ai essayé d'éliminer cette pathologie organique. À ce moment-là, je vais dire, ah voilà, c'est une cause hormonale que je vais retenir et je vais traiter par 3 ou 4 moyens médicaux dont on dispose. Quels sont ces moyens médicaux? Les progestatifs, là, je ne vais pas me discerner et m'étaler sur les progestatifs, il y en a de tous les types. Alors, quel est leur rôle? C'est qu'ils inhibent la croissance endométriale. Et le traitement que je vais donner, il est de 15 à 20 jours. En général, on donne du 16e au 25e jour si on n'a pas besoin de contraception. Si on a besoin d'une contraception associée, je donne du 6e au 25e jour de cycle. Sachez que dès que vous arrêtez les progestatifs, le risque de récidive, il est de 30% à 3 mois. Alors, les recommandations de la Cochrane, ils parlent aussi de la place des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils ont une place aussi chez une femme qui saigne de manière anormale, en périménopause, et il semble qu'ils réduisent aussi l'inflammation locale induite par la synthèse de prostaglandine au niveau endométrial qui va faire saigner. Et 2 produits, ils ont de la place à ce niveau-là. C'est l'acide méfanamique, c'est-à-dire le fameux Panstil, et le naproxène, essentiellement. Ils sont moins efficaces que l'acide tranexamique et le SCU. L'acide tranexamique que tout le monde utilise, bien sûr, en cas de saignement anormal, il rend beaucoup de services. Il réduit la dégradation de la fibrine et il a prouvé sa supériorité par rapport au placebo et les AINES. En général, on ne dépasse pas les 5 jours, 3 grammes par jour, 500 mg le produit ou le comprimé. Donc, vous donnez 2 comprimés 3 fois par jour pendant 5 jours. Les autres moyens, notamment le décapeptyle, les analogues de la LHRH, qui, comme vous savez, on ne doit pas dépasser 6 mois. Actuellement, ils ont prolongé à 9 mois, mais à condition de donner de l'adbacthérapie et de surveiller la femme parce qu'il y a des risques de thrombose artérielle et même un risque osseux.
Le système intra-utérin, il rend beaucoup de services également en périménopause quand on a des métrorragies fonctionnelles. Donc en général, il entraîne une atrophie endométriale et ça entraîne une aménorrhée carrément à cette période. Et la chirurgie, est-ce qu'elle a une place? C'est exceptionnel quand on est devant le fonctionnel. Voilà, je finis avec cette diapo qui est une publication qui émane d'un journal canadien. C'est le journal de médecins généralistes au Québec qui a publié une recommandation, une conduite à tenir devant un saignement anormal en périménopause. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première des choses, ils ont dit, voilà, est-ce que j'ai fait tous les examens nécessaires pour éliminer une pathologie organique? Alors, oui, j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner? Il y a deux options. Soit tous ces examens, ils sont normaux, il n'y a pas de contre-indication, et plutôt il y a une contre-indication à la pilule. Je donne soit l'acide tranexamique, c'est-à-dire, bon, l'Hexacis, c'est le seul produit qu'on a chez nous, soit je donne les AINES, soit je donne des progestatifs tout court. Ils ont trois produits, ils ont proposé trois produits. L'acide médroxyprogestérone, le système intra-utérin au lévonorgestrel, c'est-à-dire le Mirena, ou alors des comprimés à base de progestatifs. Donc vous avez trois types de médicaments à donner. Soit les progestatifs, soit les AINES, soit l'acide tranexamique, l'Hexacis. Alors, là, ils ont dit, lorsqu'on a une contre-indication à la pilule, c'est-à-dire à la contraception orale combinée, c'est-à-dire la pilule à base d'œstroprogestatifs. Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication à la pilule, là, on peut le discuter tout à l'heure. Moi, sincèrement, j'ai une phobie à donner une pilule chez une femme de 45-48 ans. Je ne le fais pas. Sincèrement, c'est exceptionnel, sauf si j'ai une atrophie endométriale importante que je veux régler avec des œstrogènes. Mais eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils disent, voilà, s'il n'y a pas de contre-indication à la pilule, on a le choix entre l'acide tranexamique, les AINES, la pilule combinée, le système intra-utérin, les progestatifs 21 jours, ou l'acide médroxyprogestérone, c'est-à-dire le dépôt-provera. Si jamais ça a réussi un des produits qu'on a utilisé, ou alors on a switché à l'autre, ça a réussi, on peut maintenir. Mais maintenir combien de temps? Et c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre à ce jour. Maintenir le produit, surtout lorsqu'on donne une contraception et un progestatif, sur combien de temps? Alors, si jamais ils disent que vous avez essayé tous ces produits et ça n'a pas marché, à ce moment-là, il faut refaire les investigations à la recherche d'une pathologie organique. Voilà, j'espère que j'étais clair et je vous remercie. Alors, je vais laisser sur cette diapo si on peut le laisser sur la dernière diapo, parce que c'est très important. Alors, la parole est à l'audience. On va donner la parole, c'est pour 2 questions. Merci, professeur Miko, pour cette présentation qui est vraiment très, très riche. Alors, souvent, les patientes consultent pour les bouffées de chaleur. C'est vraiment très, très gênant. Est-ce que, à part le traitement substitutif, est-ce qu'il y a moyen de soulager Oui. Alors, en périménopause, aucune indication. En périménopause, c'est une femme chez qui vous n'avez pas encore une déclaration d'une ménopause confirmée. On n'a pas à donner des œstrogènes c'est-à-dire que vous allez juste que aggraver la perturbation du cycle menstruel. C'est vrai qu'en périménopause, vous avez une alternance entre bouffée de chaleur et le syndrome d'hyperostrogénie. En périménopause, je vais répéter encore une fois, c'est une phase de la vie génitale qui est tout à fait physiologique, il faut la laisser tranquille. C'est la conclusion, sincèrement. Il faut respecter la physiologie. Dès que vous introduisez, elle a des troubles de cycle, elle a une alternance cycle long, cycle court, elle vous dit, voilà, une semaine de bouffée de chaleur atroce. Elle n'est pas encore entrée dans la ménopause. Elle arrive dans la ménopause de manière sérieuse. Donc elle vous dit 10 jours, et dès que je commence à avoir les signes d'hyperostrogénie, bien sûr, les bouffées, ils vont partir. Donc les bouffées aussi sont en alternance, il faut la laisser tranquille.
Je parle de la périménopause. Hein. Par contre, la ménopause, c'est autre chose. C'est d'autres indications, d'autres... Question suivante. Concernant le frottis cervico-vaginal, des fois on a des comptes rendus avec inflammation de type viral. Vous avez dit qu'il faut demander le typage viral. Et par la suite. Alors voilà, c'est une bonne question concernant le frottis. Alors le frottis, il y a une classification de Bethesda qui fait que les résultats du frottis doivent être clarifiés avec l'anapathe. C'est vrai qu'on trouve un frottis inflammatoire. Lorsque vous avez un frottis inflammatoire, il faut se mettre d'accord avec votre anapathe. Est-ce que c'est un frottis qui est anormal sur le plan lésion atypique ou pas? Parce qu'il y a des anapathes qui vous disent frottis inflammatoire, veuillez faire un contrôle après traitement. Il y a des anapathes qui vous disent frottis inflammatoire. C'est tout court. Alors, normalement, c'est une concertation avec votre anapathe. Le fait d'avoir un frottis inflammatoire, ce n'est pas des cellules atypiques. Il n'y a pas d'ascus, il n'y a pas d'agus, il n'y a pas de lésions de bas grade et autres. Donc, on va le considérer comme étant normal sur le plan pathologique. On va le considérer comme étant normal. C'est juste de l'inflammation. Okay. Mais si il vous dit stigmate d'infection virale, alors là, c'est autre chose. Stigmate d'infection virale, il faut faire un typage viral, tout simplement. Mais s'il vous dit juste inflammatoire, bon, pour nous, c'est le grand problème. C'est le frottis inflammatoire. Là, quand j'ai à chaque fois frottis inflammatoire, j'appelle un impact, je lui dis là, il faut qu'on se mette d'accord. Ouached inflammatoire dû à une infection banale, je m'en fous, c'est pas grave. Ouached inflammatoire dû à une infection HPV, là, il ne faut pas le laisser passer. Adia, il va bien chercher qu'il y a des cellules qui sont infectées par l'HPV, donc il doit vraiment l'écrire noir sur blanc. Parce que si jamais il y a une infection, des stigmates d'infection virale HPV, il y a une conduite à tenir à part. Hein. Donc il faut faire un typage viral. S'il est positif, il faut aller faire la colposcopie biopsie. Donc ça va aller vers un processus qui peut être lourd pour la femme. Donc juste inflammatoire, il faut le préciser avec votre anapathe. Mais la plupart des frottis inflammatoires, c'est rien du tout. Hein. Ça peut être une vaginite banale, anaérobie, mycosique, etc. Donc, on ne va pas paniquer à chaque fois qu'on trouve inflammatoire. Une dernière question? Microbiose aseptique, normalement. Le traitement à donner, c'est juste des anti-inflammatoires. Oui, quand vous avez, c'est une complication d'un fibrome due à une hypoperfusion de fibrome, bien sûr, qui peut être mal perfusé à un certain moment. Un organe mal perfusé va faire mal. Et donc, c'est la nécrose. Et cette nécrose peut être fébrile ou non fébrile. Et ça va donner des douleurs importantes. Le plus souvent, on hospitalise les femmes, vessie de glace, traitement médical pur. La chirurgie doit être retardée d'au moins 3 mois, jusqu'à ce qu'elle passe le cap inflammatoire. Dernière. Merci, professeur Miko. S'il vous plaît, la place des microprogestatifs dans cette phase. Microprogestatif, alors là, je n'ai pas trouvé. Justement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, dans la mesure où ils n'ont pratiquement pas de contre-indication. Ce que j'ai vu dans les littératures, c'est la même molécule, mais le système, ils ont insisté sur le système intra-utérin. Je ne fais pas de publicité pour ça, mais c'est juste ce que j'ai trouvé dans la littérature. Mais si vous avez une femme qui répond au microprogestatif, allez-y, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, aucun souci, allez-y, ça va entraîner une atrophie endométriale. Vous allez la maintenir pendant des mois jusqu'à ce que vous déclarez l'arrêt en ménopause. Alors, juste une remarque, j'étais un peu intrigué par le profil psychologique induit par cette évolution physiologique, comme vous l'avez bien décrite. Et je me posais la question, est-ce que c'est préconisé d'assurer un suivi psychologique particulier de la femme pendant cette période, parce qu'il y a dépression, anxiété et tout un ensemble de symptômes dans ce sens-là. Oui, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, j'ai passé rapidement en revue ce paragraphe, mais qui est très très important. Il faut coacher la femme à cette période de vie où elle a
il a des modifications hormonales incroyables, des pics de stradiol de manière très, très variable, brutale à un certain moment, en phase lutéale. Vous avez un syndrome prémenstruel qui s'aggrave, vous avez parfois même des douleurs qui s'aggravent au niveau pelvien. Je suppose que pour les femmes à contexte psychologique fragile, il faut les coacher, il faut même... et d'ailleurs, on démarre beaucoup d'antidépresseurs chez des femmes à cette période de vie, hein, donc c'est connu. Je pense que tous les praticiens maintenant, ils ont la main facile à donner les antidépresseurs, et donc je pense qu'ils ont raison. Hein, il faut la comprendre. Hein. On la voit chez la femme au premier trimestre de grossesse, avec les modifications hormonales, on la voit chez la femme ménopause lorsqu'elle perd toute capacité à sécréter les œstrogènes. Et donc, cette période aussi, c'est des fluctuations hormonales horribles, donc qu'il faut coacher. S'il vous plaît, une question. La femme en préménopause, le souci pour elle, c'est quand on lui dit vous pouvez tomber enceinte. A un problème psychologique majeur. On est, avec les métrorragies qui présentent, on est censé, pour la contraception, à votre avis, soit on fait une contraception à base uniquement de progestatif, soit on donne une mini-pilule. À votre avis, quelle est la conduite qu'on doit tenir en cette période? Là, je suis d'accord. Pour les femmes qui refusent tout risque ou qui n'acceptent pas du tout une grossesse à cette période, il faut penser à la contraception. Alors, moi, sincèrement, la pilule, pour moi, elle est contre-indiquée à cette période. Hein. D'ailleurs, la plupart des publications, ils parlent de contre-indication à partir de 40 ans. Absolu à partir de 42, 43 ans, il est absolu de... on voit encore des femmes à 48 ans qui prennent des pilules macrodosées. Vraiment, je ne dirais pas le nom tout de suite, mais des pilules de 10 dirhams, 12 dirhams, ça fait 15 ans qu'elle prend la pilule. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir une augmentation de risque de cancer du sein. À 45, 48 ans, ça fait 20 ans qu'elle prend la pilule à 30, 40 gamma de stradiol. Je pense que c'est une... Non, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Là, le meilleur moyen pour moi, c'est un dispositif intra-utérin. Si elle l'avait, il faut le laisser. Ou là, éventuellement, si elle avait plus de 5 ans, on peut même le changer et mettre un autre. Si elle a des symptômes, tels qu'un symptôme d'hyperostrogénie, des métrorragies, des saignements anormaux, on peut mettre un système intra-utérin. On va vraiment lui régler le problème. Mais s'il n'a aucune pathologie, aucun problème, et il vous consulte à 45 ans, et il a peur d'avoir une grossesse, un dispositif classique. C'est tout. Je pense que c'est le meilleur moyen de contraception. Ce n'est même pas la peine de lui donner le microprogestatif. C'est astreignant de les prendre pendant 5 ans ou 10 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire la ménopause. Mais à 45 ans, je mets un dispositif intra-utérin et je suis tranquille. Merci pour cette magnifique présentation.